Alors, on commence la leçon C9L2 qui va porter sur la protection des groupes caractéristiques. Avant de commencer, comme d'habitude, faites un petit tour sur le Drive pour télécharger le document de cours. En ce qui concerne la protection des groupes caractéristiques, on devra réutiliser potentiellement ce qu'on a vu dans la première leçon. C'est-à-dire que parfois, on doit d'abord activer avant de protéger. Concernant justement cette notion, elle a déjà été vue en terminale et donc il faudrait peut-être refaire quelques révisions avant de commencer le visionnage de la vidéo, histoire de vous remettre un petit peu dans le bain. Je vais essayer de reprendre les choses quand même étape par étape pour que tout le monde puisse remettre les choses dans l'ordre. On va commencer par donner des explications très générales sur ce qu'est cette méthodologie du chimiste de synthèse, qui est donc cette méthodologie de protection. Pour ça, je vous propose de considérer des notations très générales. J'ai choisi d'utiliser cette écriture-là pour une molécule que j'ai choisie bifonctionnelle. Les deux groupes caractéristiques, qui vont donner donc les fonctions chimiques à la molécule, je les ai notés grand A et grand B. Ça peut être par exemple un alcool et une cétone. On va considérer un réactif que je vais noter grand C, alors ça pourrait être, je sais pas, l'ion hydroxyde, qui peut réagir à la fois sur un alcool, sur les fonctions A et B. La question, c'est de se dire, lorsque je prends un mélange équimolaire, donc on va prendre une mole de A plus une mole de C, un équivalent pour un équivalent, quel est le produit ou quels sont les produits qu'on peut obtenir à la fin? Eh bien, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est que C peut réagir avec la fonction A, donc on peut obtenir un premier produit issu de la réaction entre C et A. Alors ici, il faut trouver une notation pour expliquer que A a réagi avec C. Je vais écrire AC, tout simplement. Hop. Donc là, ici, on a une réaction au niveau où j'ai entouré. On pourrait très bien voir une molécule C qui vienne agir, non plus sur A, mais sur la fonction B. Donc on pourrait aussi avoir ceci. Est-ce que ce sont les seuls produits? Imaginons qu'on prenne cette molécule qu'on a écrite ici. Une première molécule C réagit avec la fonction A. Ça n'empêche pas une autre molécule C de réagir avec la fonction B. Donc on peut aussi avoir des molécules pour lesquelles les deux fonctions A et B ont toutes les deux réagi. Ah oui, et puis donc si certaines molécules ont consommé deux molécules C, ça veut donc dire qu'on est en défaut de C et qu'il restera également des molécules initiales qui n'ont pas été transformées. On s'arrête un instant et on fait le bilan. On a ici mis deux molécules, celle qui est bifonctionnelle et le composé C, et on se retrouve à la fin avec un mélange contenant 4 molécules. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait défavorable pour le chimiste de synthèse, puisque, on en parlera dans quelques instants, l'idée, lorsqu'on fait de la chimie de synthèse, c'est d'avoir des transformations quantitatives, qui nous permettent du coup d'avoir des transformations efficaces de la matière. À partir de là, on va se poser une problématique particulière, toujours avec ces notations-là. On va se demander comment faire pour faire réagir uniquement la fonction A avec C sans que la fonction B ne soit altérée. Alors ça évidemment, c'est quelque chose d'a priori assez délicat, puisque la nature impose que les fonctions A et B réagissent avec la même molécule C. Le chimiste doit alors ruser et trouver une réaction spécifique de la fonction chimique B. Cette réaction va devoir être renversable et donc le chimiste va l'utiliser pour masquer temporairement la réactivité de B.
À partir de là, eh bien, ça veut dire qu'on va devoir ajouter une transformation supplémentaire dans notre schéma réactionnel et donc utiliser un réactif supplémentaire. Une condition sur ce réactif est indispensable, il faut qu'il soit chimiosélectif, voire chimiosélectif à 100% de la fonction dont on souhaite masquer la réactivité. Donc là ici, je vais appeler P le réactif chimiosélectif à 100% pour la fonction B. Ok, à partir de là, on va maintenant écrire le schéma de synthèse qui correspond à une protection de fonction, la réaction, puis la déprotection. Dans un premier temps, on va prendre le substrat avec les deux fonctions A et B, et on ajoute le réactif caractéristique P. P ne va agir que sur la fonction B, et donc on va avoir au cours d'une première étape formation de ce composé. Je note BP, le groupement qu'on obtient après transformation. Et une fois qu'on a ce produit-là, on peut mettre en jeu le réactif C. Évidemment, vous l'avez compris, arrivé à cette étape du schéma, si le réactif C peut réagir avec la fonction BP, c'est perdu. On se retrouvera encore une fois avec la même problématique que ce qu'on avait tout à l'heure. Il faut ici que la fonction BP soit inerte vis-à-vis de C. Si c'est bien le cas, on pourra alors faire la transformation entre le groupe caractéristique A et le réactif C. Pour obtenir ce composé. Évidemment, dans la stratégie de protection de fonction, le fragment P n'est en général pas présent dans la molécule cible, dans la molécule finale. Il convient donc, dans une troisième étape, de le retirer, c'est ce qu'on appelle du coup la déprotection. Alors, une petite remarque au passage, vous voyez que là ici, j'ai écrit P comme si, lors de son décrochage, on retrouvait l'entité initiale. Alors, parfois ce sera le cas, parfois ce ne sera pas le cas. Si on légende un petit peu ce qu'on a écrit, on a donc ici, dans une première étape, la protection. Dans une seconde étape, c'est la réaction de synthèse qui nous intéresse, et dans une dernière étape, la déprotection. À présent, si vous regardez ce que j'ai mis dans la suite, on va parler des caractéristiques des réactions de protection de fonction. Alors, j'ai repris les points essentiels sur le tableau, et c'est des choses que j'ai dit au préalable. La première chose, il faut que les réactions de protection, qui font intervenir du coup le fragment P, soient des réactions chimiosélectives, si possible, à 100%. Il faut également que ce soit des réactions renversables, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir fixer ou retirer le groupement protecteur P quand on l'a décidé. Dernièrement, il faut que les réactions, à la fois de protection mais également de déprotection, puissent être rendues quantitatives, c'est-à-dire il faut que leur rendement tende vers 100%. Justement, un petit point concernant le rendement, ça c'est quelque chose qu'on va vous demander de calculer expérimentalement quand vous serez en séance de TP. On l'a déjà vu, donc je vous le rappelle. Pour une étape qu'on va appeler une étape I, ça peut être une étape de synthèse, une étape de recristallisation par exemple, le rendement, ce sera le rapport de ce qu'on a obtenu expérimentalement sur le maximum qui pouvait être récupéré du point de vue théorique. On peut faire le rapport des masses ou le rapport des quantités de matière, ça fonctionnera. Évidemment, vu sa définition, le rendement sera inférieur ou égal à 1. Concernant maintenant une succession de plusieurs étapes, par exemple, si vous faites une suite de 5 étapes réactionnelles,
comment calculer le rendement global? Eh bien, il existe une méthode. La définition, je vous l'ai mis sur le document. Je vous l'ai rappelé en dessous. Le rendement global, c'est égal au produit des rendements de chaque étape individuelle. Imaginez qu'on ait un ensemble de 5 étapes pour lesquelles le rendement vaille à chaque fois 0,50, c'est-à-dire 50% rendement. On a récupéré la moitié de ce qu'on pouvait récupérer au maximum. Sur une seule opération, on peut a priori s'en satisfaire. Mais si on en enchaîne 5, le rendement global, vous voyez, il tombe à 0,03, ça nous fait 3%. Et là, vous êtes d'accord, je pense, pour dire que 3% de rendement, c'est quelque chose qui est vraiment exécrable. Alors imaginez, lorsqu'on est amené à faire de la synthèse totale, lorsqu'on enchaîne 20, 25, voire 30 étapes de synthèse, le rendement global peut rapidement tomber vers 0 si les étapes ne sont pas quantitatives. Donc il faudra toujours faire attention à ça. Et dans cette leçon en particulier, on va réinvestir les notions du chapitre numéro 1 pour revoir sur des exemples concrets comment déplacer les équilibres dans le sens de formation de l'espèce qui nous intéresse. Alors, parmi les différents types de protection qu'on va avoir à étudier dans le cadre du programme de PCSI, on va parler des composés carbonylés qui sont les aldéhydes et les cétones, puis des alcools. Donc là, on commence par la protection des composés carbonylés, et pour ça, on va utiliser la formation d'un cétal ou d'un acétal cyclique. Alors, premièrement, on va poser la problématique de la protection de fonction sur un exemple concret cette fois. Je prends cette molécule dans laquelle il y a deux groupes caractéristiques. Tout en haut, on repère une fonction cétone. En dessous, c'est une liaison carbone-brome. Si je mets cette molécule à réagir avec ce nucléophile, l'organomagnésium mixte chlorure de méthylmagnésium, eh bien, deux transformations peuvent avoir lieu. Il peut y avoir l'organomagnésium qui va venir s'additionner au niveau du carbone de l'acétone. Cette transformation, je vais l'appeler 1. Et lorsqu'elle a lieu, elle va former comme produit un ion alcoolate. Ce type de transformation, on les avait étudiées dans la leçon C6L4. Autre type de transformation qui peut se produire, donc c'est soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux, mais avec des molécules différentes, ce sera l'attaque du nucléophile sur le carbone porteur du groupe partant brome. Dans ces cas-là, on obtient ce produit plus un sel de brome et de chlore qui va rester sous cette forme associée si le solvant est très peu dissociant et qui va se dissoudre en ions Br-, Cl- et Mg2+, une fois que l'hydrolyse acide aura lieu. Là ici j'écris donc ces deux réactions-là, mais on garde en tête que pour la molécule bleue, la liaison carbone-brome reste réactive et elle peut réagir avec un deuxième équivalent d'organomagnésium. Même chose pour la molécule verte. Il peut y avoir une autre réaction. Donc je vais finir de légender. Là ici, c'est le produit issu de l'attaque numéro 1. En vert, on a appelé ça l'attaque numéro 2. Le produit, il est en dessous. Et en ce qui concerne l'identification des réactions, la flèche du haut, eh bien, c'est une addition nucléophile de l'organomagnésium sur l'acétone. Et en bas, c'est une substitution nucléophile. Ok, maintenant qu'on a posé cette situation de réaction sur un cas concret, eh bien, la problématique, je vous l'ai écrite ici, on cherche à ne faire réagir que le groupe caractéristique carbone-brome. Donc on veut éviter la réaction en bleu et on souhaite favoriser la réaction qu'on a écrite en vert. Pour ça, on va devoir masquer par transformation chimique temporaire la réactivité de la fonction cétone. Concernant l'équation bilan de la réaction de protection, vous allez voir que les caractéristiques des conditions expérimentales et du réactif qui sont utilisés vont vous permettre de reconnaître cette transformation sans l'ombre d'un doute. On va prendre le substrat, comportant donc l'acétone et la liaison carbone-brome. On va le mettre à réagir avec une molécule qui est celle-ci.
Alors, en nomenclature systématique, c'est une molécule qu'on va appeler l'éthane 1,2-diol. Lorsqu'on écrit ce nom, eh bien, vu qu'il y a un D ici, on est obligé de laisser le E à la fin du mot éthane. Donc ça, c'est son nom systématique, mais il porte des noms courants. On l'appelle aussi souvent l'éthylène glycol. Alors l'éthylène glycol, c'est comme l'éthylène diamine, on entend N et on pourrait penser qu'il y a une fonction alcène, mais en réalité pas du tout, hein, c'est bien celle-ci. Donc éthylène glycol, ou alors plus simplement le glycol tout court. Donc ça, c'est le substrat, le réactif. Les conditions opératoires sont les suivantes. On va utiliser un acide, en général ce sera l'APTS, un solvant particulier et pas un autre, le toluène. Et on en a parlé dans la leçon précédente, pour déplacer l'équilibre, on va devoir retirer un produit au cours de sa formation. Ce produit, ce sera l'eau, et pour ça on utilise un montage particulier qu'on va décrire, qui utilise un instrument qu'on appelle l'appareil de Dean-Stark. Donc lorsqu'on fait cette transformation, on va obtenir un composé de la famille, là ici vu que c'est une cétone, ce sera un cétal cyclique. Les cétales, logiquement vous les connaissez déjà, donc vous êtes capable normalement à partir de ce substrat et de ce réactif d'écrire la structure du produit. Ok, donc avant d'aller plus loin, on va faire un petit peu de marquage. Là ici, les atomes d'oxygène et le fragment CH2CH2, je vais les entourer en vert, on les retrouve ici. On a également dit qu'il y avait donc libération d'une molécule d'eau et on va ajouter ici qu'elle est retirée du milieu réactionnel grâce à l'appareil de Dean-Stark. Évidemment, je ne le note pas ici, mais vous pouvez l'ajouter si ce n'est pas clair pour vous. Le but est de déplacer l'équilibre de façon dans le sens de formation des produits pour que la transformation soit quantitative. Ok, donc maintenant qu'on a formé cette fonction cétale ou acétale cyclique, quelques éléments d'information. Donc les fonctions acétale et cétale vont être résistantes à diverses conditions. Tout d'abord, elles résistent aux conditions basiques. Elles vont également résister aux conditions oxydantes. Elles vont résister à l'hydrogénolyse. L'hydrogénolyse, c'est lorsqu'on utilise le dihydrogène pour couper certaines fonctions chimiques. En revanche, elles vont être détruites lorsqu'on est en conditions acides. C'est-à-dire que les conditions acides servent à leur formation, mais également à leur destruction. Le dernier point qui est à mentionner, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise un diol plutôt que deux molécules d'alcool. Eh bien, la raison, vous la détaillerez l'année prochaine plus précisément. Vous pouvez retenir, si vous le souhaitez, pour l'instant, que c'est pour des raisons anthropiques.
Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à l'écriture du mécanisme réactionnel. Je m'aperçois que j'ai fait un oubli. Avant le mécanisme réactionnel, une remarque, lorsque vous analysez le produit qui est obtenu, vous voyez apparaître un cycle à 5 chaînons. On a déjà dit que ces cycles à 5 chaînons étaient favorisés, tout comme les cycles à 6 chaînons. Ça veut donc dire que le diol qui peut être utilisé, c'est soit l'éthane 1,2-diol, mais on peut aussi prendre le propane 1,3-diol. Et évidemment, avec le propane 1,3-diol, ce ne sera plus des cycles à 5 chaînons, mais des cycles à 6 qui seront formés. Alors, dans l'exemple que je vous ai proposé, j'ai pris un substrat volontairement pas trop gros pour qu'on puisse le réutiliser pour l'écriture du mécanisme. Le mécanisme en question donc, va nous permettre de former un dioxolane. Les dioxolanes, c'est les cycles contenant 2 atomes d'oxygène. Et logiquement, là ici, avant même que je commence à écrire, vous devriez être en mesure d'écrire le mécanisme puisqu'il est calqué sur le mécanisme d'acétalisation qu'on a vu dans la leçon C9L1. Et justement, ça peut être pour vous l'occasion de faire une petite interro, en fait, savoir si vous avez bien retenu, bien appris. Vous prenez une feuille de brouillon, vous prenez le substrat, le diol, H+, et vous essayez d'écrire le mécanisme. Évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez la vidéo pour voir où vous vous êtes trompé. Gardez en tête que le mécanisme est relativement long et qu'il ne faut pas, surtout pas, se tromper dans l'ordre des actes élémentaires. Très important. Alors, comme on l'a vu la fois précédente, la première chose que je vais faire, c'est utiliser un prééquilibre rapide faisant intervenir l'APTS pour montrer qu'il y a des protons H+ dans le bioréactionnel. Donc l'APTS, je l'écris TSOH. Ce composé peut se dissocier. L'oxygène électronégatif récupère une paire d'électrons. L'acte élémentaire, c'est un acte acido-basique. Et on obtient comme produit l'ion tosilate, TSO-, plus un proton H+. Ce proton va servir à réaliser une première étape d'activation de la réactivité électrophile de l'acétone. Alors cette transformation, c'est quelque chose qui est acido-basique. L'essence de Brønsted et de Lewis donne la même définition. Le site donneur vient donner des électrons au site accepteur. On forme donc cette entité. On repère à l'intérieur un oxygène O+, on se dit, oh là là, oxygène O+, c'est instable, mais on explique la stabilité de ce composé par l'existence d'une autre formule mésomère. La voici. Donc, cette nouvelle formule mésomère permet de comprendre en plus qu'il y a eu une activation électrophile du carbone, puisqu'il est maintenant à caractère carbocationique. Une fois arrivé ici, eh bien, il faut faire intervenir une molécule d'alcool. Bon, en l'occurrence, dans cette situation, c'est un diol qu'on prend, donc on va venir utiliser le diol et faire ne réagir pour l'instant qu'une seule des deux fonctions. La réaction qui va avoir lieu, c'est une réaction d'addition nucléophile. Un des deux atomes d'oxygène, je vais prendre par exemple celui de gauche, va venir attaquer le site accepteur d'électrons et il va alors y avoir formation d'une liaison carbone-oxygène
Donc comme d'habitude, hein, j'écris mes mécanismes réactionnels en ligne, de la gauche vers la droite. Donc là ici, je reviens à la ligne. Voici le produit auquel on aboutit. Alors, dans ce produit-là, on voit qu'il y a un oxygène O+, porteur d'un proton. On a déjà croisé ça et on sait que ce proton va pouvoir se décrocher. Alors, il peut se décrocher pour repartir dans le milieu réactionnel, c'est possible, hein, pour venir ensuite se rattacher à d'autres fragments de la molécule, ou alors on peut faire tout ça en une seule étape avec une prototropie. Pour le fait que ce soit intramoléculaire, on peut imaginer du coup que la prototropie soit un peu plus rapide que la réaction de décrochage puis de raccrochage avec échange de protons. Donc là ici, cette prototropie, eh bien, elle va faire intervenir le fragment OH qui va venir récupérer cet hydrogène, ce proton. Les électrons sont rabattus vers l'atome d'oxygène initialement positif. La réaction, c'est un acte élémentaire acido-basique, donc renversable, qui permet de former le groupe partant OH2+. Donc voilà ce à quoi on aboutit. Et arrivé ici, eh bien, le groupe partant OH2+, c'est un bon groupe partant. Sans qu'on lui demande de faire des efforts particuliers, il s'en va. L'oxygène O+, récupère la paire électronique de la liaison CO. Alors là, ici, je vais être obligé de remettre un petit peu d'ordre dans la position des atomes pour respecter la géométrie trigonale plane du carbocation qui va se trouver à cet endroit. Donc là, si je mettais la liaison CO vers le bas, ce serait quelque chose de tout tordu, donc je vais la redresser et la mettre vers le haut. Et l'autre produit, c'est la molécule d'eau. La fameuse molécule d'eau qu'on va chercher à éliminer du milieu réactionnel à l'aide de l'appareil de Dean-Stark. Arrivé ici, ce composé-là, eh bien, on pourrait à nouveau paniquer en se disant « mince, j'ai écrit un carbocation, c'est instable, c'est faux ». En réalité, ce carbocation est stabilisé par des effets mésomères. On repère ici l'enchaînement N-sigma lacune. Donc ici, je ne l'écris pas parce que j'ai mon tableau qui est un petit peu petit, mais évidemment, on pourrait rajouter en dessous ou à côté une formule mésomère supplémentaire. Voilà, tiens, je vais prendre un petit peu de place à côté pour le faire. Je vais mettre la molécule d'eau en dessous. Donc voici l'autre formule mésomère, et donc on explique une certaine stabilité pour cette entité. Et tiens, justement, il y a une certaine stabilité, mais il y a quand même un carbone, celui porteur de la lacune, qu'on retrouve ici, qui est porteur d'une réactivité électrophile. C'est un électrophile activé, au même sens qu'il avait été activé lors de la première étape. Ça veut donc dire qu'il peut réagir avec un nucléophile, même médiocre. Et en l'occurrence, un nucléophile médiocre, il y en a un dans la molécule. La deuxième fonction alcool qui est présente ici ou là. Ça veut dire qu'on peut faire une liaison intramoléculaire qui va donc fermer un cycle qui va être constitué de 1, 2, 3, 4, 5 chaînons. Et donc la réaction, on l'écrit de cette façon. Donc l'oxygène va venir ici attaquer l'atome de carbone. On pourrait aussi l'écrire avec l'autre formule mésomère. Hein. On écrirait ça comme ceci. En rajoutant un déplacement électronique, puisque évidemment, là, la première flèche qu'on dessine, c'est l'apparition d'une nouvelle liaison chimique, et le carbone ne peut pas en avoir plus que 4, donc il faut en retirer une autre. Comme d'habitude, c'est la liaison pi de la liaison CO qui est rabattue vers l'atome d'oxygène.
Alors, une fois qu'on a écrit ça, à nouveau, je reviens à la ligne. On obtient le composé cyclique. Donc, ah mince, je m'aperçois que j'ai oublié le brome en cours de route. Là, ici, on le rajoute, Br, Br, et encore ici. Donc, je remets la chaîne carbonée, 1, 2, 3, 4. Je n'oublie pas l'atome de brome. Et je vais écrire le cycle à 5 chaînons. Alors l'oxygène qui est là, je vais considérer que c'est celui qui est à gauche. Il a 2 doublés non-liants. L'oxygène de droite, il utilise un doublé non-liant pour former la liaison. Ça veut dire qu'il lui en reste un. Et il a aussi un atome d'hydrogène. Il est donc chargé positivement. La molécule d'eau, elle ne m'intéresse plus. Je rajoute donc ici moins H2O pour expliquer que je ne vais pas le réécrire encore et encore. Et arrivé ici, on est presque arrivé au bout. Il suffit juste de réaliser une déprotonation. L'oxygène O+, très électronégatif, récupère les électrons de la liaison OH. Et il va donc y avoir formation du dioxolane plus régénération du proton qui va évidemment ici jouer le rôle de catalyseur. En ce qui concerne les flèches, j'ai pas mis les petits symboles partout, donc je réattrape mon feutre rouge. Là ici, il y a départ du groupe partant, c'est une élimination. Et lorsqu'on fait cet acte élémentaire-là, eh bien c'est une réaction d'addition, mais qui va former un cycle. Et pour terminer, donc c'est une addition intramoléculaire, je vais noter ça AI. Et pour terminer, c'est une transformation acido-basique qui a lieu. Et donc, pour reprendre la problématique qu'on avait initialement, une fois que le produit est protégé, la fonction dioxolane ici, elle n'est pas réactive vis-à-vis des organomagnésiens, elle n'est pas sensible aux nucléophiles. Donc, une fois qu'on met l'organomagnésien, d'ailleurs j'avais pris le brome ici, pardon, pas le brome mais le fluor. Donc une fois qu'on met l'organomagnésien en face de cette molécule, il n'y a plus qu'une seule transformation qui peut avoir lieu, qui est la substitution nucléophile. Alors, j'écris ici une substitution nucléophile bimoléculaire, vu qu'on a un nucléophile puissant, il ne va pas attendre la formation d'un éventuel carbocation, d'autant plus que ce carbocation ne serait que secondaire et pas stabilisé par mésomérie. Donc le mécanisme, c'est plutôt ici de la SN2. Et donc lorsqu'on écrira du coup le mécanisme de déprotection, c'est un méthyle que je vais mettre pour cette raison. Alors à présent qu'on a étudié le mécanisme réactionnel de la réaction de protection de fonction par acétalisation, on va expliquer comment rendre la transformation quantitative. Alors au cours du chapitre numéro 1, on avait déjà vu que utiliser un réactif en excès permettait de déplacer l'équilibre dans le sens de formation de plus de produits. Donc on pourrait ici imaginer ajouter le diol, qui est le réactif le moins coûteux, en excès. Le seul petit souci qu'il y a avec ça, eh bien, ça veut dire consommer une espèce chimique pour au final qu'elle ne soit pas utilisée. Donc du point de vue de l'utilisation des ressources et d'une chimie plus respectueuse de l'environnement, c'est quelque chose qui n'est pas idéal. Une autre méthode, plus respectueuse de l'environnement cette fois, consiste à retirer l'eau du milieu réactionnel avec le Dean-Stark. Alors j'ai refait ici partiellement le schéma qui se trouve sur le document. C'est un montage de chauffage à reflux un peu particulier. La seule chose qui a été introduite en supplément, c'est ce que je vais entourer ici.
cet instrument. Et c'est ça justement l'appareil de Dean Stark. Concernant ce montage, lorsque vous avez à le réaliser, je sais qu'en général, pour certains d'entre vous, le positionnement des pinces peut être votre point faible. Donc on va le revoir maintenant. La première pince à fixer, c'est celle qui permet de maintenir le ballon à une hauteur suffisante pour pouvoir ensuite mettre le chauffe-ballon et le support. Donc on met cette pince-là en premier, fixée sur une première potence. Évidemment, vous voyez que là, ici, il va y avoir un porte-à-faux, c'est-à-dire qu'il va y avoir du poids qui appuie sur l'appareil de Dean Stark. Donc, si on ne met pas de fixation sur la gauche, il risque d'y avoir soit un basculement du montage, soit carrément les parties en verre qui se cassent. Donc, on va devoir rajouter une pince pour tenir le Dean Stark. Alors, on peut la mettre soit juste en dessous du coude, ou alors, s'il y a un adaptateur, enfin, comment dire, un petit rebord sur le haut, eh bien, on peut le mettre au-dessus du Dean Stark. Moi, j'aime bien le mettre ici, comme ça on est sûr et certain que ça ne va pas tomber. Cette pince, elle n'est pas trop serrée hein, pour ne pas casser l'instrument de verrerie. Et si on veut être totalement sûr de soi, comme pour le montage de chauffage à reflux, on peut rajouter une troisième pince ici, qui ne va pas être serrée sur le réfrigérant, mais seulement serrée au niveau de la potence, pour maintenir un montage bien vertical. Une fois qu'on a ça, on est prêt pour lancer le début de la réaction. Donc on va mettre dans le ballon les réactifs, les produits, on met également la PTS, je ne l'ai pas écrit, on peut... Alors je dis réactif, produit, on ne va pas introduire les produits initialement, hein, mais je veux dire au cours, au cours de la réaction, les produits vont se former. Quoi qu'il en soit, tout cela ne vont pas retenir notre attention plus que ça. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le fait que dans le ballon, il y ait ces deux constituants liquides qui sont l'eau et le toluène. Alors, si on devait analyser un petit peu les caractéristiques de ces deux liquides, on dirait que l'eau est un solvant polaire, protique, dissociant. Le toluène, lui, c'est tout l'inverse. C'est un solvant apolaire, aprotique, non dissociant. Ça veut dire que dans le ballon, ces deux liquides vont former un mélange liquide biphasique, c'est-à-dire un mélange liquide hétérogène. Donc on a notre mélange liquide biphasique, et là il va y avoir à utiliser une propriété un peu particulière que vous étudierez en classe de PC. Lorsqu'on a comme ça deux liquides qui ne se mélangent pas, ils peuvent quand même distiller avec une température qui va être inférieure à la température d'ébullition de l'un et de l'autre. Et on parle dans ces conditions d'une distillation hétéroazéotropique. Cette distillation hétéroazéotropique, bon, c'est un terme que vous définirez l'année prochaine, hein. Je vous demande juste de comprendre ce qui se passe. Il va y avoir dans le ballon production de vapeurs qui contiennent à la fois de l'eau sous forme de gaz et également du toluène sous forme de gaz. Donc là ici, on va légender ce qui se passe dans le montage. On a de l'eau et du toluène qui s'élèvent sous forme gazeuse. Je vais noter TOL pour le toluène. Évidemment, je ne sais pas si c'était clair pour vous sur le dessin, mais l'appareil de Dean Stark, c'est en réalité, comme pour le réfrigérant, un tube coudé qui va mener jusqu'au réfrigérant. Donc les vapeurs vont pouvoir s'élever à l'intérieur de ce tube, elles vont remonter, puisqu'elles sont chauffées et donc moins denses que l'air ambiant, et arriver au niveau du réfrigérant, les deux vapeurs vont se recondenser à l'état liquide. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du réfrigérant, des liquides se recondensent
Et vous savez, les liquides vont être attirés par gravité vers le bas du montage. Donc à partir de ce moment-là, je vais quitter mon feutre vert pour maintenant écrire en bleu, pour préciser qu'on n'est plus avec des états gazeux, mais des états liquides. Je pourrais le repasser ici en bleu. Et donc les gouttes de liquide vont tomber verticalement pour tomber dans la partie basse du Dinstark, le collecteur. Et alors là, le collecteur, quel va être son rôle sur le mélange eau-toluène? Eh bien, il va agir comme une ampoule à décanter. Il va permettre la démixion des phases. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le toluène est un solvant qui est moins dense que l'eau. En d'autres termes, ça veut donc dire que dans le collecteur, eh bien, la phase toluène va être au-dessus et la phase aqueuse va être en dessous. Si je fais un petit schéma en zoom sur la droite, donc je vous ai redessiné la partie collecteur qui est ici, le toluène va être moins dense, il va donc être au-dessus et l'eau va tomber dans le fond. Donc là ici, le toluène liquide, et en dessous, ce sera l'eau liquide. Ça veut donc dire que si jamais vous avez des gouttes qui proviennent du réfrigérant, qui tombent à nouveau dans le collecteur, le niveau global va augmenter. Mais le surplus, eh bien, ce sera uniquement du toluène qui va recouler. Ça veut donc dire que grâce à ce processus, on va réinjecter, donc via ce tube, on va réinjecter dans le ballon uniquement le toluène et surtout pas l'eau. Donc on est capable, grâce à ce processus et grâce à l'espèce de magie de la distillation hétéroazéotropique, d'obtenir une extraction au cours de la réaction des molécules d'eau. Concernant ces molécules d'eau, il faut noter deux choses. La première chose, c'est que vous voyez que le collecteur est gradué. Ça veut donc dire que lorsqu'on voit le niveau du liquide, enfin de l'interface stagner, ça veut dire qu'il n'y a plus davantage d'eau qui est produite, donc c'est que la réaction est arrivée à l'équilibre, elle est arrivée à son état final. De plus, il faut savoir qu'en général, l'eau qu'on récupère ici, il y en a toujours plus que ce qu'on pourrait prévoir avec des calculs théoriques. La raison est relativement simple. Pensez à le noter quand même, ça peut vous aider lorsque vous serez en TP. C'est que les réactifs qu'on utilise, notamment l'éthylène glycol, ne sont pas anhydres. Ils contiennent déjà de l'eau. Et donc, dès que la distillation hétéroazéotropique commence, cette eau contenue dans les réactifs va être éliminée et elle aussi récupérée au niveau du collecteur. Pour finir sur ce montage, une petite astuce expérimentale. Alors, je pense que c'est le genre de choses qu'on serait amené à vous dire parce que si on ne le fait pas, ça peut vraiment poser des problèmes. Le collecteur, eh bien, c'est quelques dizaines de millilitres. Si le contenu de votre ballon, mettons, fait, on va prendre un cas un peu extrême, il fait 3 millilitres, que vous avez un collecteur qui fait 50 millilitres. Ça veut donc dire que lorsque vous allez chauffer, vous allez faire passer vos 3 millilitres dans le réfrigérant et ils vont rester piégés dans le bas du collecteur. Du coup, l'astuce consiste à remplir le collecteur initialement, comme ça, dès qu'une goutte tombe dedans, il va libérer une goutte qui revient dans le ballon. De cette manière, la réaction à l'intérieur du ballon va être quasiment isochore, et la question c'est de se dire quel liquide va-t-on mettre initialement dans le collecteur? Surtout pas de l'eau, parce que si jamais une goutte tombe, ce sera de l'eau qui va être remise à l'intérieur. On va donc mettre initialement du toluène pur dans ce collecteur.
Pour ce qu'il en est maintenant de la réaction de déprotection, on va procéder par une transformation qu'on appelle une transacétalisation. Et dans un premier temps, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on utilise cette transacétalisation. On démarre donc du produit après réaction. Vous voyez qu'ici c'est un méthyle et non plus un brome qui est encore protégé. On voit le dioxolane. Si on veut déplacer cette transformation dans le sens de retour vers le glycol et la fonction cétone, on peut utiliser l'eau. Et évidemment, plus on mettra d'eau, plus l'équilibre thermodynamique sera favorable à la régénération de la fonction cétone. Ça veut donc dire, comme je l'ai mis, qu'il faut utiliser de l'eau en excès. Vous voyez le problème? L'eau, ce n'est pas un bon solvant pour les molécules organiques. Donc, utiliser de l'eau pour faire une hydrolyse, ça risque de ne pas bien fonctionner simplement parce que les composés ne vont pas se dissoudre. On pourrait alors se dire, bon, c'est pas grave, hein, l'eau ne fonctionne pas puisqu'elle ne dissout pas bien les composés. Il faudrait donc trouver un solvant capable de retirer la fonction acétale et en même temps de bien dissoudre les molécules organiques. Et pour ça, on a un bon candidat, un solvant usuel, pas très coûteux, la propanone. La propanone, qu'on appelle plus communément l'acétone, eh bien, elle possède une fonction cétone. Puisque c'est un solvant, elle va être mise en excès. Si on rajoute des protons H+, d'ailleurs pour la première étape, je ne l'avais pas écrit, mais il faudrait aussi des protons H+, pour catalyser les transformations. Donc si on rajoute des protons H+, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Les H+, vont pouvoir intervenir au niveau du dioxolane et faire se décrocher la molécule d'éthylène glycol. Le problème, c'est que si on n'utilise pas un solvant de la famille des cétones ou des aldéhydes, le diol pourrait se refixer sur la fonction cétone pour régénérer le dioxolane. Du coup, en prenant de l'acétone, qu'est-ce qui va se passer? Le glycol se détache et va réagir avec une des molécules de solvant présentes en excès. De cette façon, le solvant va jouer à la fois le rôle d'entité qui permet la dissolution, mais également le rôle d'entité qui piège le composé éthylène glycol. Du coup, le produit qu'on obtient, eh bien, c'est de l'acétone qui a été acétalisé, comme ceci. Là, ici, je me rends compte en l'écrivant que ça, c'est pas bon. Hein. Du coup, la fonction n'est plus ici. Et là, on a régénéré l'acétone et du coup, la fonction cétale est passée de l'autre côté. Et donc, vous voyez que le substrat qu'on va mettre ici en évidence, qu'on retrouve ici, eh bien, ce substrat perd la fonction acétale-cyclique au profit de l'acétone. Donc, la fonction acétale-cyclique a changé de molécule. C'est pour ça qu'on appelle cette transformation une transacétalisation. Alors, concernant le mécanisme réactionnel de la transacétalisation, il faut savoir qu'il a lieu en milieu H+. Encore une fois, on met de la PTS. Là, ici, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais mettre en pause, compléter le tableau. Je vous propose de faire la même chose, mettre en pause, prendre une feuille de brouillon, essayer d'écrire vous-même la réaction de transacétalisation. Et une fois que vous l'avez écrite, vous reprenez la vidéo pour voir et pour comparer avec ce que je vais mettre ici. Alors, voici le schéma réactionnel tel que je l'ai écrit. J'ai décidé les différentes molécules sans mettre les déplacements électroniques. Je vais les rajouter maintenant au fur et à mesure. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. On mettra également à la fin, en rouge comme d'habitude, les différents types de réactions au niveau des flèches réactionnelles. Donc la toute première réaction, elle est tout là-haut, c'est le prééquilibre acido-basique faisant intervenir l'APTS sous sa forme associée et sous sa forme dissociée. Donc on a ici les électrons qui sont rabattus vers l'atome d'oxygène, on forme l'ion tosylate et un proton H+. Ce proton H+, c'est celui qu'on retrouve ici, il va pouvoir s'associer avec l'acétale pour former ce composé protoné. Donc là j'ai mis le proton à droite, je vais donc faire réagir l'oxygène de droite. Une fois que cet oxygène est chargé positivement, il est rendu très électronégatif. Il veut attirer vers lui des électrons. Pour ça,
il peut soit reprendre les électrons qu'il vient de donner au proton, on revient en arrière, ou alors il va arracher les électrons de la liaison carbone-oxygène. Dans ces cas-là, on a ces électrons qui sont rabattus comme ça vers l'atome d'oxygène. Évidemment, le carbone qui est ici, il perd une liaison, donc il a du côté du produit une lacune électronique et une charge plus. Donc cette lacune électronique, je ne l'ai pas écrit puisque vous voyez que le tableau est déjà bien chargé, mais elle est relativement stabilisée par par un enchaînement N sigma lacune. Il y a donc conjugaison par mésomérie. On a ici donc un très bon électrophile. L'eau, c'est un nucléophile qui est nul, mais vu qu'il y a un très bon électrophile dans le jeu, eh bien, elle va réagir. Oui, d'ailleurs, je crois que tout à l'heure, j'ai oublié d'écrire dans l'équation bilan de transacétalisation. Vous voyez qu'il faut quand même rajouter un petit peu d'eau, hein. Au moins un équivalent d'eau pour un équivalent de composés à déprotéger afin de régénérer la fonction aldéhyde ou cétone. Donc, l'eau est nucléophile, le carbone carbocationique est électrophile, attaque du nucléophile vers l'électrophile. On forme comme ça une liaison carbone-oxygène. Donc là, la molécule d'eau, on la retrouve ici sur la gauche, et le fragment qui pendouille, là, on le retrouvait déjà ici tout à l'heure. Arrivé là, eh bien, on a un oxygène O+, comme toujours, il est très avide d'électrons, et donc il va en récupérer. Deux façons pour ça, eh bien, soit il casse la liaison carbone-oxygène qui venait de se former, et on revient en arrière, ou alors il prend des électrons à un des deux protons pour le libérer. Alors, donc là, ici, comme d'habitude, pour cette étape de ici à là, moi j'ai choisi d'écrire la prototropie de façon intramoléculaire, mais on pourrait très bien l'écrire en deux étapes. D'abord, le proton qui se décroche, qui part faire sa vie dans le solvant, puis le même ou un autre qui revient s'attacher sur l'autre oxygène. Les deux versions sont envisageables. Donc si je garde ma version intramoléculaire, eh bien, le proton il va migrer depuis l'oxygène de gauche vers l'oxygène qui est ici. Donc je vais prendre un CW non liant pour récupérer un des deux protons, peu importe lequel. Et donc on arrive à ce composé-là. Ici, on a un oxygène O+. Et donc, si jamais je masquine là ici le bas de la molécule, vous avez ici une fonction que vous reconnaissez normalement, c'est un alcool presque protoné. Enfin, ça ressemble à un alcool protoné. En d'autres termes, c'est quelque chose qui est plutôt un bon groupe partant, et donc on va pouvoir le faire partir. L'oxygène O+, récupère les électrons de la liaison CO. On forme du coup un carbocation. Comme pour ici, il est conjugué avec l'oxygène, donc une stabilisation par mésomérie. Libération de la molécule d'éthylène glycol. Là ici, donc, j'ai pas fait d'enchaînement, ma ligne s'arrête ici, et là je recommence une nouvelle ligne d'écriture. J'ai repris le composé qui est ici, mais écrit sous son autre formule mésomère, hein, avec l'enchaînement pi sigma lacune. Et du coup, sur la droite, je m'aperçois que j'ai écrit une petite bêtise. On va corriger ça. Là, j'ai mis l'hydrogène qui était fixé. Là, je l'ai à la fois retiré, mais je l'ai quand même laissé écrit. Donc, si on le retire, il n'apparaît plus sur l'oxygène. L'oxygène, lui, a récupéré les électrons. Et on a comme ça la régénération de la fonction cétone et libération du H+. Une fois que ces premières étapes se sont déroulées, je vous ai mis des petits points de suspension pour vous dire que le H+, peut ensuite être réutilisé, le même ou un autre, enfin, on se fiche un petit peu de ça, pour activer une molécule de solvant afin d'obtenir donc une cétone protonée. Une fois que la cétone protonée est formée, son électrophilie est augmentée. Elle peut donc être attaquée par la molécule de diol. On obtient alors ce composé-là. Arrivé ici, comme précédemment, une prototropie. Encore une fois, là, je choisis de l'écrire en intramoléculaire, mais elle pourrait très bien se passer avec d'abord un décrochage, puis un autre proton qui vient se raccrocher. Une fois que la prototropie a eu lieu, on repère ici le fragment OH2+, une molécule d'eau, qui va du coup jouer le rôle de groupe partant. Il va donc s'en aller sans plus tarder.
formant un carbocation stabilisé par mésomérie. Et ce carbocation va pouvoir former le dioxolane par addition nucléophile, donc intramoléculaire, comme ceci. On forme ce cycle à 5 chaînons. J'ai oublié d'écrire sous la flèche que je ne traînais pas la molécule d'eau. Et donc ça, c'est le dioxolane protoné. Il suffit ensuite de le déprotoner. L'oxygène O+ récupère les électrons et vous obtenez au final une molécule de propanone acétalisée et régénération du catalyseur H+. Bon, vous voyez que là, au final, on a écrit, pour les 2 premières lignes plus ce petit morceau-là, on a écrit d'abord une désacétalisation, une hydrolyse de l'acétal, puis ensuite, on a écrit une nouvelle réaction d'acétalisation. Mais on pourrait très bien envisager, pour passer une excellente soirée, se dire que, arrivé à cet endroit-là, avant même que le diol ne se détache, peut-être que ce fragment peut commencer à se fixer à une molécule de propanone. Donc on pourrait très bien ici prendre une molécule de propanone pour montrer que ce glycol s'attache à la propanone avant de finir de se détacher au substrat initial. Donc ça rajouterait encore un petit peu plus de complexité. Si vous voulez vous entraîner, ça peut être un bon exercice, au moins du point de vue formel. Du point de vue formel, pour vous entraîner à compter les carbones, ce genre de trucs. Maintenant, au niveau de l'apprentissage, si vous connaissez déjà par cœur les étapes de l'acétalisation dans le sens direct et dans le sens inverse, ça ne va pas vous aider beaucoup. Ce sera surtout un exercice d'écriture. Il nous reste pour ce mécanisme à prendre le stylo rouge et mettre les types de réactions sur les différentes flèches. Alors, le premier acte élémentaire, c'est un acte acido-basique. Pour le deuxième, c'est encore un acte acido-basique. C'est également ce qu'on a appelé dans la leçon précédente une activation électrophile. Grâce à cette activation électrophile, donc, on a ce composé-là. Alors là, ici, on a retiré le cycle, mais pour autant, on n'a pas diminué le nombre d'insaturations. Donc là, ici, je n'ai pas de terme pour caractériser ce qui se passe. Donc sur cette flèche, on n'a rien à mettre. Ensuite, on a la molécule d'eau qui va venir réaliser une addition. Et puisqu'elle est nucléophile, c'est une addition nucléophile qui a lieu. L'étape qui est ici, c'est une réaction acido-basique intramoléculaire, qu'on peut aussi appeler prototropie. Arrivé là, on a départ d'un fragment, c'est une réaction d'élimination, le nombre d'insaturations augmente. Puis on reprend ici, là il y a un départ de H+, c'est une réaction acido-basique. Puis lorsqu'on a H+, qui agit sur la propanone, c'est à nouveau une transformation acido-basique. Là ici, addition nucléophile avec diminution du nombre d'insaturations. On arrive à ce composé qui subit encore une fois une prototropie. Je vais écrire simplement ABI pour acido-basique intramoléculaire. Arrivé ici, départ du groupe partant, c'est une élimination. À cet endroit, on a une addition, mais qui forme un cycle, donc pas de diminution visible du nombre d'insaturations. C'est une addition nucléophile intramoléculaire. Je vais noter ça ANI. Et pour le dernier acte élémentaire, c'est une déprotonation, donc acido-basique. Alors pour finir sur ces réactions de protection des composés carbonylés, j'ai mis dans le paragraphe petit 5 quelque chose qui n'est pas exigible dans le cadre du programme, qui est à prendre comme une information. C'est le conseil d'un ami qui vous veut du bien. C'est une transformation dont on pourrait vous présenter comment elle fonctionne dans un sujet de concours et vous demander ensuite de l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Bien parce qu'elle se calque vraiment sur ce qu'on vient de voir concernant l'acétalisation. On va juste changer le diol par son analogue soufré, un dithiol. Et du coup, on ne va pas former des molécules qu'on appelle des dioxolanes, mais des molécules qu'on va appeler des dithianes. Alors, du point de vue de l'équation de bilan, on utilise un composé carbonylé, un dithiol. Alors, ça peut être l'éthane 1,2
1,2-thiol ou le propane 1,2-dithiol ou le propane 1,3-dithiol. On va utiliser pour faire la réaction une activation électrophile du composé carbonylé. Pour ça, on peut utiliser soit un acide de Brønsted, comme la PTS, ou alors on peut utiliser un acide de Lewis qui finalement va jouer le même rôle, grâce à la lacune électronique présente sur l'atome de bore. On va pouvoir avoir l'oxygène qui partage un de ses doubles non-liants sur cette lacune électronique, ce qui va du coup exalter l'électrophilie du carbone qui est ici. Une fois que l'électrophilie est exaltée, on va pouvoir avoir, par un mécanisme analogue à celui qu'on a vu en version oxygénée, formation de ce composé si on utilise l'éthane dithiol et celui-ci si on utilise le propane dithiol. Évidemment, à chaque fois, on a libération d'une molécule d'eau qui peut être retirée avec l'utilisation d'enzyme Stark. Concernant ces dithianes, je vous ai mis déjà sur le document de cours leur utilité. Ils sont plus résistants que les dioxolanes dans certaines conditions et donc c'est parfois intéressant de les utiliser. De plus, leur formation elle est plus favorable d'un point de vue thermodynamique que la formation des dioxolanes et donc pour une transformation qui, si jamais on se retrouve face à une réaction de protection en version oxygénée avec un dithiol qui est un petit peu poussive, qui n'est pas très quantitative, c'est ça que je veux dire, on peut essayer les analogues soufrés pour avoir un équilibre plus déplacé dans le sens de formation des produits, ce qui va par conséquent augmenter la réaction de protection.